Qui s'appelle African Europeans pour les éditions Albin Michel, c'est traduit par une histoire des Noirs d'Europe et les réafs sont placés sous le signe de la circulation et je pense que Guillaume est quelqu'un qui transmet, passeur extraordinaire et qui va nous parler aujourd'hui donc de bivocalité et African Futurism. Vous avez le titre là, le brouillage comme mode d'expression dans plusieurs œuvres de Nnedi Okorafor. Je lui laisse la parole. Merci Mathilde, et en fait mon titre n'a pas changé, alors qu'en fait quasiment tout dans le titre est faux, mais c'est bien, comme ça au moins il y en a au moins un qui n'a pas changé son titre, au moins les apparences sont sauves. Bien, et en m'excusant d'emblée pour une communication qui sera interrompue, inachevée, dont la 4e partie n'aura certainement pas lieu, et qui est en grande partie rédigée et donc peut-être un peu pénible à suivre. Je vais essayer de ne pas trop lire quand même. Mais à cette heure de la journée, c'est mieux pour moi aussi que je puisse lire quelque chose avec des sujets, des verbes et des compléments. Nnedi Okorafor est donc une figure de plus en plus reconnue des nouvelles littératures issues de la diaspora africaine. Fièrement biculturelle, comme on le verra, elle revendique son identité de Nige American, à la fois Igbo, nigériane et américaine, et affirme inscrire son esthétique et ses récits, ou du moins un certain nombre de ses récits, sous l'égide d'un African Futurism, dont on va parler, et dont elle défend âprement la distinction avec l'afrofuturisme, notamment depuis quelques années, au cours d'entretiens avec la presse, sur les réseaux sociaux et médias sociaux, mais aussi dans son essai Broken Spaces and Outer Spaces. L'étude d'aujourd'hui va s'intéresser à 3 textes du corpus afin d'établir combien la pluralité identitaire se retrouve dans le rejet des cloisonnements génériques, ce que j'ai appelé ici le brouillage, mais le mot est déjà apparu dans les communications précédentes. En effet, même si Okorafor accepte de jouer le jeu de l'édition et de désigner certains de ses textes, par exemple comme YAF, Young Adult Fiction, ce cloisonnement ne permet pas de rendre compte de la complexité et de la polyvalence de ces formes d'expression. Ainsi, en choisissant de me concentrer sur Lagoon, roman de science-fiction qui retravaille le motif des First Encounters, Akatawitch, premier volet d'une trilogie relevant théoriquement de la littérature jeunesse, mais aussi sur un des comics qu'elle a coécrit pour Marvel, Black Panther Long Live the King de 2017, l'idée est de prendre appui sur la diversité des genres et des influences. Comics américains, mythes Igbo, séries Hollywood, romans postcoloniaux classiques, pour montrer en quoi Okorafor propose une circulation novatrice des mythes, des genres et des textes. En effet, ce brouillage des genres s'inscrit dans une démarche diachronique et intertextuelle, pour ne parler que d'un seul motif, celui qui normalement devrait faire l'objet de ma 4e partie, mais dont je n'aurai pas le temps de vous parler. La route ramasseuse d'os de Lagoon rappelle une longue filiation des mythes Yoruba retravaillés par Tutuola Soyinka et Okri aux communautés post-humaines alternatives d'Octavia Butler, dont je n'oserais évidemment pas parler, ne l'ayant toujours pas lu. Mais c'est un peu le principe du métier de parler de ce dont on n'a pas lu. Alors, dans la première partie, je vais parler un peu de concepts, donc ça fera le pont avec Indiana juste avant, et notamment les 2 concepts d'African Futurism en un seul mot et d'African Jujuism, une forme de réinvention des genres délibérée de la part d'une créatrice, Nnedi Okorafor. On commence avec une première citation que je vous laisse découvrir, qui est tirée de Broken Places and Outer Spaces, un texte de 2019, dans lequel, premier paragraphe, elle insiste sur son identité de Nige American, et deuxième paragraphe, elle part de la question de la traditional science fiction, et je cite là pour le coup, mais c'était important de contextualiser ce deuxième paragraphe avec l'identité double, biculturelle, Nige American. Most traditional science fiction depicts a white world where I was not able to freely exist, but in the science fiction of what I've come to call, quote, African futurism, unquote, which is somewhat similar to Afrofuturism, but is specifically and more directly rooted in African culture, history, mythology, and perspective, where the center is non-Western. My characters inhabit worlds in which I can fight, play, invent, run, leap, and fly. Ce qui compte donc, c'est l'identité double ou multiple et le décentrement. The center is non-Western. Okorafor récuse avec force et de manière récurrente l'étiquette d'afrofuturisme, car il s'agit selon elle d'un concept eurocentrique et néocolonial. L'insistance avec laquelle elle le revendique, sans trait d'union ni majuscule à futurism, relève d'une esthétique du décentrement. Et on remarquera d'ailleurs que cette dualité identitaire
et cette dualité du mot valise lui-même se retrouve dans la dernière phrase, ou la fin de la dernière phrase. My characters inhabit a world in which I can fight, play, invent, run, leap and fly, avec là encore un brouillage de la frontière entre l'autrice et ses créations, entre la créatrice et ses créations, entre les personnages et l'autrice qui est celle qui apparemment se projette dans quelque chose d'assez évidemment, on va dire, on pourrait dire dans notre plan surnaturel ou magique réaliste, hein, fight, play, invent, run, leap and fly, on commence à s'éloigner de plus en plus évidemment de la réalité humaine cartésienne. Deuxième concept, l'African Judaism, tel que défini par Okorafor elle-même sur son site web en 2019. Je cite, African Judaism is a subcategory of fantasy that respectfully acknowledges the seamless blend of true existing African spiritualities and cosmologies with the imaginative. Je vous laisse vous faire vous-même votre idée, et je cite un critique, Ainei Odoro, As far as names go, African Judaism may be a bit of a mouthful. But it is worth considering for the way it asks us to question any attempt to universalize what counts as fantasy and fiction and how to represent it. What is important is to keep in mind about African Judaism is that it involves a form of storytelling through which fantasy comes organically out of the depiction of everyday life and cultural experiences. En ce sens, la différence avec la plupart des définitions du réalisme magique, par exemple, est ténue. Pour celles et ceux d'entre vous qui pratiquaient depuis plus longtemps ce concept, et c'est bien normal, African Judaism est plus récent, et surtout plus localisé sur une seule créatrice. On note tout de même, et c'est la différence que j'aimerais faire, c'est qu'à un moment donné, les mots ont un sens, ça veut dire que la fabrique des mots ont un sens, les signes ont un sens. Et si les signes n'avaient plus de sens, toute ma carrière de ces 30 dernières années s'effondre. On note en effet, et c'est la différence que je veux voir entre réalisme magique ou réalisme merveilleux et African Judaism, la double insistance sur deux termes qui recentrent véritablement la réflexion sur l'Afrique. On sait que le réalisme merveilleux ou magique est quand même souvent associé à des fictions latino-américaines, et même sur une forme d'africanité peut-être discutable. Le juju est-il panafricain ? C'est une véritable question. Ainsi que sur le refus d'une étiquette générique qui met en avant la contradiction. Quand on parle de réalisme magique, on parle depuis des catégories européennes ou occidentales qui mettent en avant un paradoxe, une forme d'oxymore, réalisme magique. Dans l'African Judaism, on retrouve la continuité, pas la contradiction. Donc je pense que la définition fait que ça a l'air de parler de la même chose, oui, mais ça n'en parle pas du tout de la même manière. Et donc on a un point de vue conceptuel qui n'est pas du tout le même. Ce qu'il faut noter avant de commencer ce parcours et de passer à la deuxième partie, c'est que pour Okorafor, la trilogie Akata, dont je vais parler du premier volet bientôt, relève de l'African Judaism et Lagoon de l'African Futurism. Alors, Nnedi Okorafor, par parenthèse, c'est quelqu'un qui se fâche assez facilement sur les réseaux sociaux et les médias sociaux. C'est quelqu'un qui est très très consciente de ses compétences et de ses talents qui sont réels et qui a tendance à effectivement bloquer, à aller très fort dès que quelqu'un parle d'afrofuturisme maintenant, alors qu'elle-même au début de sa carrière elle parlait d'afrofuturisme, c'est peut-être une des... mais bon, on a le droit de changer, et de même elle peut vraiment faire des grands messages en grande capitale en disant A critic has called Binti African futurist again. It is African Judaism. Enfin, elle les a créés, les concepts. Il n'y a pas grand monde qui suit, donc c'est un peu normal qu'elle insiste. Mais c'est pour dire que, et là je vais par-delà l'ironie, je pense que cette insistance vient du fait qu'elle veut les imposer, mais ça veut dire aussi que c'est aussi le fruit d'une élaboration. Et on ne peut pas reprocher à la Okorafor de 30 ans, qui avait 30 ans, d'avoir été moins abouti conceptuellement que la Okorafor qui a 45 ans. Je pense qu'il y a véritablement une épaisseur conceptuelle de la conceptualisation chez elle. Je passe à ma deuxième partie, dans laquelle je vais vous parler de la circulation non hiérarchisée des genres dans Lagoon, mais je vais commencer par un détour à partir de Blackout, une des histoires que Nnedi Okorafor a écrites pour la série Black Panther, Long Live the King. On y voit le roi T'Challa, qui préside aux destinées de l'État africain hyperpuissant de Wakanda, confortablement installé dans son salon en train de lire. D'emblée, Okorafor se distingue d'autres auteurisses Marvel qui situent Wakanda dans un contexte afro-futuriste plus nord-américain qu'africain. En effet, les pages d'ouverture s'adressent bien évidemment au lectorat habituel des comics Marvel,
tant dans le style graphique, on le voit peut-être pas très bien, on le voit, que dans la forme des cases et l'utilisation de lettrage de taille variable pour les onomatopées, sons, menaçants, mécanisés, etc. Toutefois, Okorafor s'adresse aussi à un lectorat féru de littérature africaine, et plus spécifiquement aux nigérianistes. En effet, vous ne le voyez peut-être pas, mais Tchala est en train de lire quoi? L'autobiographie de Wole Soyinka, les mémoires de Wole Soyinka, You Must Set Forth at Dawn. De manière plus discrète, qu'est-ce qui est posé sur la table basse? Binti, clin d'œil et auto-promotion de l'autrice qui fait placer par le dessinateur un exemplaire d'un de ses propres ouvrages sur la table basse, histoire de se dire, après tout, je fais des Marvel, peut-être que je peux réussir à ramener des gens vers ma crèmerie. Bon, c'est peu importe. Les 2 livres qui tombent des étagères, donc le dessinateur c'est André Lima Araro quand même, je vous montre les images, c'est pas Okorafor qui dessine. Les 2 livres, parmi les 3 livres qui tombent des étagères dans la page suivante, sous les coups de boutoir de l'étrange et puissante force extérieure désignée sous l'onomatopée Rumble, vous voyez Rumble, 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 sont au hasard bienheureux 2 tomes de la trilogie Akata. Donc en fait, le roi Tchala, c'est vraiment un vrai grand roi surpuissant, africain futuriste. Il lit quand même Soyinka et Okorafor quand même, faut pas exagérer quand même. L'intertextualité par-delà la blague et la présentation apparemment un peu dérisoire que j'en fais, ma conception de ça n'est pas du tout dérisoire, et je pense que c'est pas du tout dérisoire de la part d'Okorafor. Cela signifie que Tchala, le roi de Wakanda, est un dirigeant éclairé qui ne lit pas, par exemple, les mémoires de Barack Obama, comme on aurait pu l'avoir. Si on imagine un double afro-futuriste de cette même histoire, il lit quoi? Il lit Soyinka quand même. Il lit pas non plus le texte le plus facile, ou le plus... Must Set Forth at Dawn, c'est quand même un gros pavé en plus. Et c'est intéressant, c'est que c'est un dirigeant éclairé. Il lit quoi? Il lit un livre dans lequel Soyinka parle de ses combats contre les despotes et les tyrans nigérians. Donc il y a là aussi un côté africain futuriste. Tournons définitivement la page, si on le peut, des Abacha et autres. D'autre part, l'onomatopée Rumble évoque 2 scènes différentes de l'autobiographie de Soyinka, dont l'incipit, la toute première page, dans laquelle Soyinka se rappelle l'enterrement de son ami Femi Johnson et les habits que portait parfois celui-ci dans son costume de chasse. Je cite, est-ce que j'ai mis la citation? Oui. His hunting attire, which... Ah, il y a un H qui manque à which. J'engueule mes étudiants quand ils font ça. Appeared selected for a genteel English countryside rumble instead of a rumble in the jungle. Et l'expression rumble in the jungle, qui a désigné longtemps le combat historique entre Muhammad Ali et George Foreman à Kinshasa en 1974, qui est une expression extrêmement problématique d'un point de vue ethnocentrique. Là, c'est intéressant de voir qu'il replace Femi Johnson du côté du English Countryside Rumble et non pas du côté du Rumble in the Jungle. Autre occurrence du terme Rumble, au point que je me dis que ça ne peut pas être une coïncidence à l'utilisation de cette onomatopée en particulier, sur cette page en particulier, juste après avoir fait dessiner la couverture de You Must Set Forth at Dawn. As the rumble of the drums of war became truly deafening, I found myself in Stockholm. Donc évidemment, manière de reboucler sur le prix Nobel, bien entendu. Donc on voit donc que même en participant à un projet collectif aussi clairement américain et soupçonnable d'hégémonie culturelle que l'univers Marvel, Okorafor choisit de s'inscrire dans les récits de l'Empire Wakanda en le faisant glisser de l'afrofuturisme vers l'African Futurism, mais aussi en développant une sorte de double énonciation ou de double cadre de référence. Qui a identifié Binti, Soyinka, les significations cachées du Rumble de Soyinka, les significations cachées politiques et de l'ordre de la satire politique de cette référence? Peut-être pas, et alors là je suis désolé de faire dans le cliché de vieux boomer, mais peut-être pas le lecteur ou la lectrice lambda de Marvel, whatever that is. Mais bon, c'est pour dire qu'en tout cas on a plusieurs niveaux de lecture aussi de cette double page. Dans Lagoon, il vaudrait mieux parler de multiples cadres de référence. En effet, ce roman, d'abord conçu comme un script pour un film produit à Hollywood, fait dialoguer des genres et des formes dont il est impossible que l'une ou l'autre d'entre elles prédomine. Ainsi, il est possible de décrire Lagoon comme une uchronie nigériane, un récit de première rencontre, First Encounter Narrative, le récit épique de la prise de pouvoir du narrateur, la divinité araignée Igbo Udide, une réécriture animiste des récits de super-héros dans l'univers des comics, sans parler de l'inclusion de dialogues en pidgin nigérian, sans glossaire ni note,
qui relève autant d'une scénarisation hollywoodienne que d'une réécriture des Interpreters de Soyinka. Donc là encore, ça tire à la fois du côté de Nollywood et du côté des Interpreters. Donc il n'y a plus de genre populaire et de genre savant, il n'y a plus de forme populaire et de forme savante. Tout est dans tout, et c'est véritablement ce que cherche à faire Okorafor. Alors j'avais une très belle citation sur les 419 scams, dont on a beaucoup parlé depuis hier, notamment évidemment avec le livre L'arnaque à la nigériane, dont je vous conseille la lecture et qui nous a été présenté hier soir et ce matin par son autrice elle-même. Je passe parce que j'ai pas trop le temps ici, mais globalement c'était pour vous montrer qu'on a un narrateur qui est un fraudeur, qui est un arnaqueur, un scammer, et qui prend comme nom de code Legba. Et who would suspect an Igbo guy who was American using the name of a Yoruba god? The stupid American white woman was going to wire a Nollywood lover another large sum of money, despite the fact that he hadn't been there to meet her in Accra 2 weeks earlier. Et ensuite, she had no clue that she sounded like a racist, condescending asshole. There was a very pure strain of white privilege running through her, so why not capitalize on her idiocy? Et donc ici, toute la transformation postcoloniale de la fraude en rétribution pour se venger des Blancs se trouve évidemment problématisée par un narrateur qui est lui-même un fraudeur et qui prend le nom du Yoruba Trickster God of Language, Legba en l'occurrence. Donc on peut dire déjà, avec cet exemple-là, que la goune est une sorte de feuilleté de niveau dialogique, puisqu'on a ici une multiplicité de mises en abîme. Le Legba est le nom du dieu Yoruba qui sert d'intermédiaire entre les humains et les dieux, mais c'est aussi the Trickster God of Language, et donc ce personnage narrateur dans ce chapitre-là, il sert aussi de mise en abîme dans un roman dont la voix originelle narrative n'est jamais discernable. Ce chapitre se trouve d'ailleurs juste après la première révélation de l'identité du narrateur principal. Il aura fallu attendre le chapitre 38, désolé pour le spoiler, pour apprendre que le récit était narré par une araignée, mais pas n'importe quelle araignée. Et attention, c'est pas Anansi, qui est mieux connu, mais c'est au Ghana, c'est l'araignée Oudidé. La multiplication des voix narratives, la diffraction identitaire, s'inscrivent dans le discours de l'instance narrative principale, seule à s'écrire en italique. J'ai remis les italiques tels que dans le texte de Lagoon. Ça, c'est l'édition de 2015 de Poche, après 2014. Plus important encore, l'instance narrative principale, qui n'est ni humaine ni extraterrestre, c'est un roman qui raconte une invasion d'extraterrestres marines, sous-marines, au large de Lagos. Avance une grille de lecture qui rejoint la définition non plus de l'African Futurism, mais de l'African Jujuism. Je cite, « It is in the always mingling past, present and future ». On n'est plus dans du réalisme magique, on est dans du tout en même temps. Il n'y a donc pas de mauvais genre, ni de forme savante qui s'opposerait aux formes populaires. Lagoon propose, ou mieux encore, est en fait un creuset, rappelons-nous la définition d'African Jujuism, seamless blend, un mélange sans couture, dans lequel se côtoient et se superposent les mythes animistes, l'argot Nollywood, le pidgin, la satire sociale et la science-fiction utopique, sans choisir entre ces différents modèles. Et donc on a tous ces modes d'énonciation, et un certain nombre d'autres d'ailleurs, qui fonctionnent ensemble. La métaphore composite du seamless blend l'indique, le texte ne doit pas laisser voir les coutures. Tout est dans tout. Pour reprendre la phrase d'Oudidé, « It is in the always mingling past, present and future ». Ma troisième partie était censée vous parler rapidement, non pas rapidement, mais du coup je vais le faire rapidement, de Akatawitch et d'un mode de locomotion, mais je vais passer dessus, mais c'est pour vous dire que Akatawitch, qui relève plus, c'est de la Young Adult Fiction, c'est un roman pour adolescents, qui relève plus d'une sorte de roman d'apprentissage dans lequel le personnage principal, qui est une jeune fille biculturelle, découvre qu'elle a des pouvoirs magiques, mais ces pouvoirs magiques ne sont pas hérités, dans un Nigeria où en fait le monde se sépare entre les léopards, qui ont des pouvoirs surnaturels, et les agneaux qui n'ont pas de pouvoirs surnaturels. Et en fait elle découvre qu'elle a les pouvoirs surnaturels des léopards, mais sans avoir des parents léopards. Et donc elle est un free agent, un agent libre. Pour se rendre dans certains lieux où seuls les léopards peuvent se rendre, tous ces braves gens prennent un funky train. Donc c'est l'objet de la citation là, mais c'était pour vous expliquer pourquoi, je n'ai pas le temps d'en parler, mais pourquoi il y avait aussi les questions de mode de circulation. C'est-à-dire que la circulation générique, elle est sans arrêt reliée à des circulations réelles, on va dire avec des véritables moyens de locomotion.
Donc je passe, mais c'est un train qui est un peu particulier, à plein de titres. C'est un funky train, c'est comme ça qu'il est appelé par un des personnages. Et c'est un train qui en fait dont il est... Enfin, il y a une allusion comme quoi il est sur des rails, mais bizarrement il peut aller où il veut quand même. Donc bref, c'est pour dire qu'on est en permanence dans cette espèce de seamless blend, vous voyez. D'un point de vue occidental, on dira réalisme magique, c'est un train, il y a des rails, mais en fait il peut aller n'importe où. Non, c'est pas du réalisme magique, c'est de l'African Judaism. C'est lié ici en plus au Jujus. Autre élément, et je vais plutôt parler de ça en fait, autre élément qui détache, là encore, Akata Witch du modèle du roman pour adolescents, un peu dans la fantasy, un peu divertissant, etc. Les épigraphes. Double épigraphe du roman, je crois qu'on voit pas grand-chose, mais c'est parce que je voulais faire une capture d'écran. J'ai fait la capture d'écran avec Google Books, je m'en excuse, mais je possède le livre quand même. Mais la capture d'écran m'évitait d'avoir à faire des scans en urgence. Épigraphe du roman, citation de Wizard of the Crowd de Ngugi wa Thiong'o, qui là encore n'est pas le livre le plus commode à lire quand même. Et aussi dédicace à sa mère, who was terrified of masquerades as a kid and still is. Et donc là encore, plus de continuité, la peur des défilés de masques, des mascarades, n'est pas l'apanage des enfants. Et donc, finalement, les genres littéraires, pareil, ils communiquent entre adultes et enfants. Ici, ce qui m'intéressait, c'est pour ça que je voulais la voir, c'est que ces épigraphes sont accompagnés, comme l'ensemble du livre. Je n'ai pas pu l'apporter parce que je n'ai pas amené toute ma bibliothèque à Toulouse, mais tout le livre, en fait, les 3 tomes de la trilogie, sont émaillés de symboles de l'écriture Nsibidi. Et le recours à plusieurs idéogrammes et logogrammes Nsibidi est évidemment un des modes du décentrement africain futuriste que revendique Okorafor. C'est aussi une manière de dédoubler la signification littéraire. Le deuxième signe ici, et la légende est donnée en anglais, c'est juste que j'avais pas la place de tout mettre, dit Nsibidi : journey. Et donc ça c'est le signe qui désigne le voyage et qui trace une ellipse. On voit qu'on est dans la circulation, mais qu'on n'est pas tout à fait dans la circularité, mais qu'on n'est évidemment pas du tout dans la linéarité passé, présent, futur, qui évidemment sont dans un rapport de linéarité dans une conception occidentale, et je vais mettre 40 000 guillemets autour de cet adjectif, du temps, et qui est évidemment beaucoup plus circulaire, ou en tout cas beaucoup plus non linéaire, dans une conception, et là encore, 450 000 guillemets, africaine, / 450 000 guillemets, animiste. Ma quatrième partie, portée, ou aurait dû porter, mais en fait, comme je n'ai pas vraiment fait l'analyse, ce qui est paradoxal, parce que c'est la chose que j'enseigne depuis déjà 2 ans, donc c'est la seule partie qui aurait dû être prête, mais c'est la seule sur laquelle je n'ai pas bossé, bref, peu importe, c'est le personnage de la route dangereuse et de la route qui est défini comme un bone collector, et je vous ai mis un extrait d'une citation, je termine de toute façon, il n'y a pas de conclusion, donc au moins comme ça nous gagnera 2 minutes. Je vous montre juste rapidement cette citation pour vous dire ce qu'il peut y avoir dans la 4e partie, dans laquelle normalement, je voulais relier ça à la bivocalité, c'est-à-dire au fait que dans Lagoon, chaque chapitre est narré par un narrateur différent, donc il y a du plurilinguisme au sens barthinien et de la bivocalité au sens barthinien à plusieurs niveaux, mais un des niveaux évidemment les plus intéressants, c'est celui qui fait qu'un narrateur raconte ici ce qu'il voit, ce qu'il a vu, c'est un témoin direct du fait que l'extraterrestre s'est laissé dévorer par la route pour ne plus jamais dévorer qui que ce soit. Et je cite juste les passages en vers. That woman, she was from outside this earth. That thing that was haunting the road, it was from here. Maybe I'm not a Christian or a Muslim, or maybe I am both. Vous voyez, le brouillage, il est partout. I also believe in the mysteries we can never understand, especially in my country. Bone collector, the Nollywood woman said, parce que les extraterrestres, pour plaire aux êtres humains, elles prennent l'apparence de Nollywood women, c'est-à-dire de femmes très élancées, en talons hauts, très minces, très court vêtues, etc. Et donc tout le monde les surnomme des Nollywood women, ce qui est une autre manière évidemment de les surfictionnaliser. Bone collector. Et donc, why do you do this? I collect bones, it said. Et donc la route parle. Et donc effectivement, il y a tout le plan de lecture monolingue en quelque sorte, qui est à l'intérieur de ce récit, qui est ce qui se passe à ce moment-là dans un récit fortement marqué de surnaturel, avec un contexte de science-fiction, d'invasion extraterrestre, mais il y a évidemment tout l'arrière-plan culturel, pour le coup africain futuriste, dans une totale continuité
avec des cultures principalement Yoruba et Igbo, et qui implique que là, un lecteur qui est soit familier de ces contenus mythologiques, soit qui a eu accès, comme c'est mon cas, à travers des œuvres en anglais, médiées en quelque sorte pour des personnes parlant anglais, ça se retrouve bien sûr dans une longue série de textes, hein, Amos Tutuola, il faudrait remonter à Fagunwa avant bien sûr, la pièce évidemment d'Owole Soyinka, The Road, et puis aussi assez connue bien sûr, The Famished Road, sachant que là évidemment elle joue aussi The Bone Collector, c'est la route affamée, ça a été traduit par la route de la faim, ce qui est quand même une sous-traduction, qui est une traduction problématique, parce que The Famished Road, c'est la route affamée hein, quand même, donc comme il n'y a pas de... Je crois que ça doit être la dernière diapo, ça, oui, voilà. Mais moi, j'ai pas mis de jolis petits signes pour dire merci, donc ça se termine comme ça. Désolé. Et merci de votre attention.